Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Ravi de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui, vous le savez, nous est proposé par notre partenaire Le Clémy. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Milly Antwi qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Milly. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation à la cybersécurité. On en parle dans un instant. Et puis les ados sont-ils prêts à faire face à l'invasion des deepfakes sur Internet? Ils sont hyper connectés, vous le savez, ils explorent aussi les différentes manières d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors pour mieux comprendre leurs usages et leur compréhension de l'IA, Milan Presse est allé à leur rencontre. Et ça a donné une étude qu'on va mettre en lien avec des faits, car vous allez le voir, ça n'arrive pas qu'aux autres. On en parle avec notre invité, notamment, et des dangers de l'IA. Marianne Denis, vous êtes avec nous aujourd'hui en duplex. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Vous êtes la directrice générale de Milan Presse, à l'initiative donc de cette étude sur les rapports qu'entretiennent les jeunes avec l'intelligence artificielle. Et puis avec nous en plateau, et on est ravis de vous avoir, Marion Navarro. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes Miss Franche-Comté 2022, seconde dauphine de Miss France l'année dernière et victime des dangers de l'intelligence artificielle et notamment de deepfake. Il y a quelques jours seulement. Vous allez nous en parler dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser enfants et parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série, La famille tout écran, avec au programme aujourd'hui les fake news. On regarde tout de suite un nouvel épisode. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, ben c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je t'ai appelé pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. Allez, tout autre sujet à présent. Elle semble avoir fait irruption dans le domaine de l'éducation un peu par effraction et pourtant l'intelligence artificielle, c'est indéniable, elle est présente dans nos vies depuis un certain temps. Une nouvelle étape technologique a malgré tout été franchie avec l'intégration, l'irruption des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT ou encore Midjourney. IA qui suscite d'ailleurs beaucoup de questions et parfois des pratiques aux conséquences graves. IA et deepfake, c'est le sujet de notre émission et on en parle tout de suite avec nos invités dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, en duplex avec nous, Marianne Denis, la directrice générale de Milan Presse, et Marion Navarro, Miss France-Comté 2022, seconde dauphine de Miss France l'année dernière. On va parler de ce qui vous est arrivé dans un instant. Marion, on va d'abord commencer par faire un petit tour d'horizon. 8 adolescents sur 10 utilisent au moins un réseau social tous les jours. La plupart de ces réseaux, vous le savez, sont avant tout des outils de discussion, d'échange de contenu, peut-être à l'exception de YouTube, de TikTok ou encore de Twitch qui servent davantage à se divertir et à s'informer. Mais tous, en tout cas, sont confrontés aujourd'hui à des contenus générés par l'intelligence artificielle, dont il est bien souvent de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Raison pour laquelle, Marianne, vous avez mené une étude sur le sujet. Marianne, peut-être pour commencer, pour poser un petit peu les bases de cette émission, est-ce que vous voulez bien nous définir ce que c'est qu'un deepfake et surtout, quelle est la définition que les jeunes que vous avez consultés dans votre étude donnent justement à ce terme deepfake ?
Alors, la définition d'un deepfake, c'est tout simplement une vidéo truquée, donc qui reprend des éléments vrais, comme un visage par exemple, et lui attribuer un corps qui ne lui appartient pas. Évidemment, l'intelligence artificielle facilite ce genre de montage, mais ça existait déjà avant les deepfakes. Mais aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus facile à produire, et donc l'intelligence artificielle a facilité le foisonnement des deepfakes sur les réseaux sociaux. Les ados, alors nous on a interrogé 1000 ados de 13 à 17 ans, hein, donc une population de collégiens lycéens. Ils connaissent pas le terme de deepfake. Il y en a seulement un tiers qui sait ce que c'est qu'un deepfake et ils sont assez peu à pouvoir le qualifier précisément. Par contre, 60% d'entre eux disent qu'ils ont déjà été exposés à des fausses vidéos. Donc, ils ne connaissent pas le terme de deepfake, mais ils savent très bien que les vidéos peuvent être truquées. Effectivement, encore un petit peu de travail à faire justement et de peut-être d'éducation, de pédagogie sur ces sujets-là et les deepfakes, l'hyper-trucage dont vous avez parlé. Marion, vous avez 21 ans aujourd'hui. Le samedi 27 avril dernier, à votre réveil, vous allumez votre téléphone. Vous y découvrez des photos de vous ou plutôt des montages particulièrement réalistes. Vous êtes alors victime de ce qu'on appelle justement des deepfakes. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Mais c'était un matin un petit peu comme un autre. Je me réveillais tranquillement. J'allais passer un examen d'anglais à mon école, donc déjà bien assez stressée. Et je reçois un message, puis de personnes qui me disent Marion, on a reçu des photos de toi. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis écoute, envoie-les-moi. Et là, je vois que c'est un montage photo de moi avec mon visage et le corps nu d'une autre femme. Donc, dans mon malheur, on va dire que j'ai eu de la chance, c'est que c'était un montage très mal fait. Vous avez tout de suite vu, enfin de toute façon vous avez reconnu que cette photo effectivement c'était pas vous. C'était une photo de mon compte Instagram, mais avec votre tête en fait et le corps d'une autre femme. Voilà, c'était sans mes vêtements en fait. C'était une photo de moi qui était sur mon compte Instagram, donc j'ai eu de la chance parce que du coup cette photo a été vue par tout le monde, mais une vraie photo habillée. Et on a vu justement que c'était de l'intelligence artificielle, quoi, un deepfake. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu stressée et je suis pas partie dans de bonnes conditions à mon examen, quoi. Non, mais c'est sûr. Est-ce qu'on sait aujourd'hui pourquoi cette personne a fait ça? Qui elle est? Est-ce qu'elle est plutôt jeune? Est-ce qu'elle a une connaissance particulière justement de la manipulation de l'image? Je pense pas qu'elle ait une connaissance particulière. Quand j'ai vu les montages, c'était très simple. Assez grossier? Voilà, c'était sur une photo j'étais blonde, une brune, on voyait très bien que c'était pas moi. Ah oui. C'était pas du tout, en plus, c'était pas représentatif, donc j'ai eu de la chance, on va dire, parce que c'était très mal fait. Donc, moi, j'ai pas vraiment eu peur dans le sens, je me suis dit qu'on allait vite voir que c'était pas moi, mais ça fait tout de suite peur, quoi. Je me dis, ça devient très grave, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Effectivement, et c'est ce que vous êtes venu nous montrer aujourd'hui. On va continuer à en parler dans un instant, justement, avec vous, Marianne, les deepfakes qui font partie de l'objet de votre étude chez Milan Presse, deepfakes qui sont donc générés par une technologie, l'intelligence artificielle. Là aussi, même question, est-ce que les jeunes savent de quoi il s'agit quand on parle plus largement, non pas de deepfakes, mais d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'ils la cantonnent plutôt à ChatGPT et peut-être même Midjourney, et puis à quoi ils pensent quand on leur parle d'intelligence artificielle, Marianne? Alors le terme d'intelligence artificielle, il est beaucoup mieux connu des ados de la tranche d'âge qu'on a interrogé. Je vous ai dit tout à l'heure, seulement un tiers savait ce que c'était qu'un deepfake. Là, on est sur 90% qui nous disent savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Après, quand on creuse un peu, c'est un petit peu plus douteux comme définition, mais malgré tout, ils ont entendu le mot et ils en discutent en famille. Donc, il y a vraiment une connaissance et un intérêt pour l'intelligence artificielle. Après, dans leur pratique de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça reste quand même relativement pauvre. Pour l'essentiel, c'est le fait de parler à des assistants virtuels comme Siri ou Alexa. C'est la première définition qu'ils donnent de leur usage de l'intelligence artificielle. Et puis, effectivement, ils sont assez nombreux à avoir déjà testé ChatGPT. Et ils disent se servir de l'intelligence artificielle pour l'essentiel, pour faire leurs devoirs et pour avoir accès à des réponses à des questions qu'ils n'oseraient pas poser à des adultes. Donc c'est ces deux usages précis. Et puis pour l'utilisation qui est faite, ça reste encore relativement marginal.
Marion, est-ce que celles et ceux qui vous entourent, qui ont vu ces photos qui vous ont été envoyées, étaient conscients qu'il s'agissait de montage? Vous nous avez dit tout à l'heure effectivement que vous avez tout de suite vu, évidemment, parce que vous n'aviez pas pris ces photos, mais est-ce que celles et ceux qui ont vu ces photos, ces images, ont estimé que la frontière entre réalité et montage était fine? Est-ce qu'il y avait un doute pour eux? Alors pour le coup, moi, non. En plus, comme dans mon malheur, comme je disais, j'ai eu de la chance. Cette personne mal intentionnée a créé plusieurs comptes pour me les envoyer. Donc finalement, il n'y a eu que moi qui ai vu ces photos. Et comme j'ai stoppé l'hémorragie tout de suite en portant plainte et en alertant ma communauté sur les réseaux sociaux, ça allait pour moi. Mais c'était des montages tellement mal faits qu'effectivement, oui, là, il n'y avait pas besoin d'être vraiment professionnel pour voir que c'était très mal fait. Et une fois, j'avais une petite poitrine, une autre une grosse. Enfin, c'était vraiment des montages faits... Par un débutant, quoi. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez déjà utilisé, comme le disait Marianne, l'intelligence artificielle par le passé, peut-être dans le cadre de vos cours aussi, comme nous le disait l'enquête de Milan Presse? Alors très peu. Très peu. En tout cas, peut-être voilà Siri à la limite, ou alors, mais non, ChatGPT, tout ça, c'est pas trop. Vous saviez ce que c'était qu'un deepfake? Oui, parce que j'avais déjà vu, par exemple, Léna Mafouf, Léna Situation, pardon. Tout à fait. Et plusieurs créateurs de contenu. Qui, eux aussi, ont été victimes, effectivement. Eux ont été victimes. Donc, en fait, j'avais eu un petit peu ce recul-là de me dire, bon, bah, c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais voilà, tant que ça ne nous arrive pas, on ne comprend pas vraiment ce que ça peut faire, quoi. Ça, c'est sûr, effectivement. Et vous en avez été victime. Marianne, cette question, justement, de la frontière, elle est intéressante parce qu'on a l'impression qu'elle brouille complètement, en fait, à la fois notre sens et puis notre esprit critique. Est-ce que les jeunes que vous avez déjà interrogés avaient justement déjà vu des contenus, des vidéos, des images montrant quelque chose d'autre que la réalité? Et surtout, est-ce qu'ils savent que cette réalité, elle a été modifiée quand elle a été modifiée? Alors, en fait, la mésaventure de Marion, elle a été très peu vécue chez les ados qu'on a interrogés. Ils ont été très, très peu victimes de deepfake pour eux-mêmes. Mais moi, ce qui me laisse plutôt en attente et inquiète, c'est que leur opinion sur les deepfakes, elle est assez partagée. C'est-à-dire que pour 62% d'entre eux, une deepfake, c'est rigolo. Ça peut être marrant. Seulement 38% pensent que ça peut être dangereux. Donc je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire sur ce sujet-là, parce que ce qu'a vécu Marion, il y a évidemment plein d'autres personnes qui le vivent, avec peut-être une qualité de trucage bien supérieure, et donc l'impossibilité ou la difficulté à discerner le vrai du faux. Et c'est quand même très gênant de penser que 62% des jeunes qu'on a interrogés pensent qu'une deepfake, ça peut être rigolo. Alors, oui, ça peut l'être, sauf que dans l'usage qui en a été fait, comme dans la mésaventure de Marion, ça peut être fait aussi pour blesser, pour atteindre à la réputation d'une personne. Et ça, c'est encore peut-être insuffisamment connu des jeunes que nous avons interrogés. Donc Oui, je pense qu'il y a vraiment une mission d'éducation à faire là-dessus. Justement, effectivement, j'allais en parler, mission d'éducation qui paraît important, effectivement essentielle même. Et vous souhaitez d'ailleurs sensibiliser les jeunes, vous allez nous en parler dans un instant. Marion, on continue d'en parler avec vous aussi, Marianne, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.还有一个开关，只要你打开它，就会发出千道红色光芒，目之所及皆被红晕覆盖。
会黑呀，心会变，单纯的人总被骗，为了爱在你面前丢了尊严。花会白呀，云会散，没有什么成不变，信誓旦旦给我后来的实现。天会黑呀，心会变，想见你又怕心软，也怕无情的双眼让我心寒。Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités. Aujourd'hui en visioconférence, Marianne Denis, la directrice générale de Milan Presse, et puis Marion Navarro. On va continuer à parler de ce sujet important avec vous dans un instant. D'abord, on va laisser place à la chronique de Milly Antwi qui a une idée derrière la tech. Milly, vous allez nous parler aujourd'hui d'éducation à la cybersécurité, un peu en lien aussi avec le thème de notre émission. Dites-nous tout. Et j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. À une époque où la technologie est omniprésente dans nos vies quotidiennes et celle de nos enfants, il est impératif de les équiper de connaissances et de compétences qui vont les aider à naviguer en toute sécurité dans le monde en ligne. Aujourd'hui, on va donc parler de l'éducation à la cybersécurité pour les jeunes. Alors, ça paraît peut-être un peu bête comme question, mais c'est important. Pourquoi c'est important, justement, essentiel même, d'éduquer nos enfants à la cybersécurité? L'éducation à la cybersécurité, c'est essentiel. Pour les enfants et les jeunes qui sont particulièrement vulnérables aux dangers en ligne, tels que le cyberharcèlement, la manipulation en ligne, l'exposition à des contenus inappropriés. Toutefois, il est pratiquement impossible d'interdire les écrans à nos enfants. Alors, c'est en leur enseignant les bonnes pratiques et en les sensibilisant que nous allons pouvoir les aider à naviguer en toute sécurité au monde numérique. Les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, de leur côté, justement, pour travailler cette sensibilisation? Les parents peuvent commencer à avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec leurs enfants sur les risques en ligne et les comportements sécurisés à adopter en adoptant vraiment des exemples concrets. Ils peuvent également surveiller l'activité en ligne de leurs enfants et les guider vers des ressources éducatives adaptées à leur âge, telles que des jeux et des applications EdTech, comme on en voit beaucoup dans cette émission. Il y a aussi des super outils pour gérer le temps d'écran par application, comme Mister Arthur, qui propose d'ailleurs un essai gratuit si vous voulez le tester. Quels sont les défis, les principales menaces aussi qui sont rencontrées par les enfants sur Internet aujourd'hui? Il y a une étude américaine du Center of Cyber Safety and Education qui montre que 40% des enfants de CM2 ont déjà parlé à un étranger en ligne. Plus inquiétant encore, 53% ont déjà fourni leur numéro de téléphone, 30% ont envoyé des SMS et 15% ont déjà essayé de rencontrer un inconnu. De plus, les jeunes peuvent être victimes de vol d'identité en ligne, d'harcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui peut avoir un effet vraiment néfaste sur leur bien-être émotionnel et mental. Ça, c'est clair, des chiffres qui font effectivement froid dans le dos. Les écoles dans tout ça, Milly, comment est-ce qu'elles peuvent intégrer l'éducation, s'il y en a une, à la cybersécurité au sein du cursus? Les écoles peuvent jouer un rôle crucial en intégrant du coup cette thématique de leur programme scolaire, en enseignant aux élèves des compétences essentielles telles que la protection des informations personnelles, la reconnaissance des risques en ligne et la gestion de la réputation numérique. Ça peut se faire au sein de cours dédiés dès la primaire, des ateliers interactifs au collège, par exemple en cours de technologie, ou de manière générale dans des activités pratiques qui encouragent les élèves à réfléchir de manière pratique et à prendre des décisions plus éclairées. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils, des ressources pour aider à la fois les parents et les enseignants dans ce chemin? Oui, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ressources en ligne gratuites qui offrent des conseils et outils pratiques pour éduquer du coup nos enfants à la cybersécurité, notamment des guides pour les parents, des programmes éducatifs pour les écoles et des jeux interactifs pour les enfants. Je vous invite à découvrir le dispositif national cybermalveillance.gouv.fr qui a publié un guide pour sensibiliser les parents et les enfants aux risques numériques et aux bonnes pratiques. C'est en téléchargement libre sur Internet. Et si vous êtes enseignant, notez que la certification PIX
propose aux élèves un module de protection et sécurité. Alors Milly, au-delà de tout ce qu'on a dit, de tous les conseils aussi que vous nous avez donnés, comment est-ce qu'on peut encourager d'une manière ou d'une autre une culture de la sécurité en ligne chez les enfants ? On peut encourager une culture de cette sécurité en ligne en leur enseignant les valeurs fondamentales telles que le respect de la vie privée, la responsabilité en ligne, l'empathie envers les autres. Il est également important de promouvoir des comportements sécurisés en ligne comme la protection de ses informations personnelles, leur indiquer qu'on n'utilise pas son vrai nom par exemple, on peut utiliser des pseudos ou bien qu'il y a certaines informations qu'on ne partage pas sur le net, l'importance de vérifier également les sources d'informations qu'ils reçoivent ou encore de signaler les contenus inappropriés. Je vous laisse la conclusion, le mot de la fin, Milly. Donc, on ne peut pas empêcher l'essor du numérique, mais on doit en faire une force pour nos enfants. Et c'est essentiel que les parents, les écoles, les gouvernements et les organisations travaillent ensemble pour promouvoir une culture sécuritaire en ligne et assurer un avenir numérique plus sûr pour les générations à venir. Merci beaucoup, Milly. La sensibilisation, effectivement, Marion, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On va en parler dans un instant. D'abord, je voulais avoir votre retour. Peut-être, vous qui découvrez, Milly, l'histoire de Marion, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous me parliez tout à l'heure d'une nouvelle fonctionnalité sur Instagram, je crois. Oui, c'est quelque chose qui est très grave déjà, qu'il faut le dire, et qu'il faut prendre très au sérieux, parce que ça peut arriver aussi bien à vous, à votre âge, mais également à des enfants qui sont plus jeunes. Et ça, c'est très dangereux en termes d'impact mental et psychologique. Et on a vu en ce moment que Instagram tente de lutter contre les deepfakes et contre ce type de manœuvre avec une indication générée par IA. Donc, on ne sait pas encore le pourcentage de fiabilité de cette détection d'images, mais c'est déjà un premier pas pour lutter contre ce type de pratique. Mais on est tous concernés, tous responsables aussi. Merci beaucoup en tout cas, Milly, pour cette chronique. Et on continue justement à parler deepfake et intelligence artificielle chez les jeunes, notamment avec nos invités dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec Marianne Denis, la directrice générale de Milan Presse, et Marion Navarro, Miss Franche-Comté 2022, seconde dauphine de Miss France 2023, victime aussi des dangers de l'intelligence artificielle. Vous nous en avez parlé en première partie d'émission. Vous souhaitez désormais sensibiliser les plus jeunes aux dangers de l'intelligence artificielle, et ils sont nombreux et vous en avez fait les frais, dangers qui peuvent être dramatiques. Estimez-vous aujourd'hui, Marion, que les adolescents sont suffisamment informés et protégés de ces contenus générés par l'intelligence artificielle et de ses dérives? Je trouve que justement, il y a vraiment un manque de sensibilisation, d'éducation dessus. Quand j'ai entendu les chiffres, c'est vrai que ça fait assez peur, quoi. De savoir qu'il y a environ 60% de personnes qui trouvent ça drôle. C'est normal, je pense qu'en fait, c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils sont juste pas éduqués sur le sujet et ça peut devenir très grave, en fait. Ils imaginent aussi peut-être, et effectivement, vous faites référence aux chiffres que Marianne Denis nous présentait tout à l'heure, sur le fait que les jeunes trouvaient ça drôle, les deepfakes. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience, en tout cas, et peut-être que c'était votre cas aussi avant cette histoire, que ça pouvait aussi nous arriver à nous, parce que les deepfakes qu'ils regardent sur Internet, auxquels ils sont confrontés, c'est des deepfakes effectivement un peu, qui peuvent considérer rigolo, comme un président de la République en éboueur, un pape en doudoune, etc. C'est ça aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de sensibilisation sur les dangers. On peut faire plein de choses aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, mais qu'il y a aussi des dérives. C'est ça, et je pense que c'est important aujourd'hui de les sensibiliser, parce que la jeune génération, j'ai l'impression que voilà, elle est juste en manque d'informations, elle ne sait pas que ça peut être très dangereux, que ça peut atteindre la personne d'en face, quoi. Donc c'est très important, l'éducation. Moi, c'est ce que je soutiens depuis déjà des années, d'autant plus aujourd'hui quand j'ai été victime de ce genre de pratique. Donc c'est important de les sensibiliser dès leur plus jeune âge, parce que ça devient de plus en plus récurrent. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Donc si on peut limiter un petit peu les dégâts et les sensibiliser au maximum sur les dangers de l'intelligence artificielle, oui, ça serait quand même plutôt bien. Marianne, justement, ces jeunes, avant de partager ce qui peut être un deepfake, ou en tout cas un contenu qui ne semble pas vrai, est-ce qu'ils vérifient l'information avant de la repartager à leurs proches sur leurs réseaux sociaux, ou alors c'est pas du tout une condition pour eux? Malheureusement, ils déclarent vérifier une image qui leur paraît éventuellement fausse que dans 50% des cas. Donc ça reste trop peu, bien évidemment. Mais après, pour rassurer un petit peu Marion, tout de même, ils savent que les deepfakes peuvent représenter un danger pour la réputation en ligne et la vie privée,
Et ils sont 71% à dire qu'effectivement, ça peut représenter un danger. Et les personnes les plus conscientes de ça, les plus sensibles à ça, c'est les filles. Et c'est assez logique, puisqu'elles peuvent être nécessairement beaucoup plus victimes que les garçons d'images pornographiques, notamment. Et elles sont donc plutôt conscientes de ça. Mais il y a presque un écart, en fait, entre les pratiques et le fait qu'on puisse réaliser que ce soit un danger. Donc je partage complètement l'avis de Marion sur le fait qu'il faut continuer à sensibiliser et à éduquer. Malgré tout, il y a une certaine forme de conscience des dangers qui existe. Alors cette sensibilisation, justement, Marianne, vous y participez aussi, vous y prenez part avec la chaîne YouTube Info ou Mytho qui est produite par Milan Presse. Plus de 540 000 abonnés, c'est un vrai succès. Ça montre aussi l'importance aussi du sujet, j'imagine. 547 000, pour être tout à fait exact. Vous voyez, ça ne cesse d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter. Effectivement, alors cette chaîne, de manière plus large, elle essaie de décrypter le vrai du faux et d'armer en fait les ados pour les aider à entraîner leur esprit critique. Mais on a créé il y a maintenant quelques mois un contenu qui est vraiment dédié à l'IA, comment elle fonctionne, comment elle est produite, quel danger elle représente pour participer à l'éducation des ados. Et un de nos gros motifs de satisfaction, c'est qu'on a constaté que notre chaîne est très utilisée dans les collèges parce qu'on a doté certains contenus de fiches pédagogiques que les enseignants utilisent pour partager les contenus et travailler avec les ados pendant leurs cours, pendant la classe. Marion, vous avez décidé, suite à cette histoire que vous avez vécue, de porter plainte 2 jours seulement après la découverte de ces photos truquées. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est la meilleure chose à faire, et notamment pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui nous regardent et à qui ça pourrait arriver aussi? Porter plainte, c'est la meilleure chose à faire quand on est victime, ce qui peut nous arriver à tous? Ah oui, oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'en fait, c'est la seule façon de stopper l'hémorragie et puis d'avoir des réponses à nos questions, il faut laisser la loi faire, ils savent très bien faire leur métier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très très important d'en parler. Déjà à nos familles, à nos proches, nos amis, d'en parler, d'être entendus et surtout de porter plainte. Ouais, c'est très très important. Et c'est facile à faire quand on présente une image qui est truquée aujourd'hui à la police. Ils vous croient? Comment il y a une enquête après qui est menée, j'imagine, sur comment cette image a été créée? Oui, moi déjà j'avais posté un démenti sur mes réseaux sociaux, donc j'arrivais déjà un petit peu plus sûre dans le sens où on savait que c'était pas moi et puis j'ai tout de suite expliqué ce qui s'était passé et puis c'était très, très fluide. Et vous avez été entendu et soutenu, et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Il faut aussi rappeler que le projet de loi sur la sécurité numérique a été adopté le 10 avril 2024 et prévoit un encadrement des deepfakes. Les auteurs de ces pratiques sans consentement de la personne pourraient risquer jusqu'à quand même 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et à caractère sexuel, la peine encourue s'élève à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Marianne, je me tourne vers vous à présent d'un côté un petit peu plus positif peut-être de l'intelligence artificielle. D'autres voient sans doute aussi dans l'intelligence artificielle l'avenir peut-être et de vraies opportunités pour leurs cours, pour l'exercice et l'apprentissage de leur métier aussi. Qu'est-ce que disent ces jeunes que vous avez interrogés dans votre étude ? Oui, alors effectivement, ils reconnaissent parfaitement que l'intelligence artificielle peut avoir des effets très positifs dans certains domaines et ils citent notamment la santé et la recherche scientifique. Mais ils pensent aussi que l'intelligence artificielle peut avoir des effets très négatifs qu'ils identifient très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la vie privée et la protection des données personnelles, et aussi sur l'information. Donc finalement, ils sont quand même assez avertis et assez sages, puisqu'ils sont 8 sur 10 à demander une régulation de l'usage de l'intelligence artificielle. Donc il y a une forme de peur, ou en tout cas je dirais que leur comportement, il est un peu entre crainte et fascination. Fascination devant la production d'images qui peuvent leur paraître drôles quand ils n'ont pas mesuré les dangers. Fascination parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un champ des possibles qui est énorme, notamment dans certains champs de recherche. Et puis en même temps, crainte parce qu'ils mesurent quand même relativement bien les dangers. Fascination, je crois que c'est ce qu'on retient effectivement de l'intelligence artificielle et de ce que vous nous avez partagé, des dangers aussi. En tout cas, merci infiniment à vous, Marianne Denis, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Milan Presse avec cette enquête sur le rapport des jeunes avec l'intelligence artificielle et notamment les deepfakes. Et puis merci à vous aussi infiniment, Marion Navarro, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. On est désolé d'apprendre ce qui vous est arrivé. On vous souhaite beaucoup de courage et de succès, en tout cas dans vos prochaines aventures. Merci infiniment. Merci aussi à vous,
Mille Antwi d'avoir été parmi nous pour cette chronique tout à fait en lien avec ce dont on a parlé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, vous savez, même jour, même heure, demain, 12h30 sur School TV. On se retrouve pour l'école du futur. Bonne journée.